Bonsoir à tous. Je ne vais pas faire la présentation parce que vous le connaissez par cœur, hein. Juste vous dire, en fait, ils cherchent des profils UI, UX ou en fait des product designers UI, UX en même temps. Juste, je vais vous dire un petit truc avant qu'on commence. Un grand merci à Chloé et à UX République pour m'héberger ce soir. Euh, En fait, aujourd'hui et cette année en tout cas, on a pris la décision de se concentrer sur en tout cas des thématiques où la collaboration entre les designers et les devs, notamment l'aspect côté design mais côté technique. Surtout, n'hésitez pas si vous avez en fait des sujets ou en fait des thématiques ou des boîtes que vous voyez que en fait c'est intéressant de les avoir comme des speakers. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur la page Friends and Figma sur LinkedIn ou sinon sur les sites. Merci beaucoup à l'équipe United, à François et au reste de la team d'accepter en fait de témoigner et de parler sur la collaboration entre les designs et le dev. Bonsoir à tous. Du coup, merci déjà d'être là un lundi soir. C'est cool. Aujourd'hui, on va parler des facteurs pour maximiser en fait l'impact design, de la collaboration design dev avec notre équipe. On a du coup Valentin qui est product designer. Je vais vous présenter rapidement, qui est chez United depuis 2 ans, c'est ça? 2 ans, et Morgane qui est lead dev, qui vient de passer lead dev inté et qui est chez United depuis un an et demi. Et moi-même qui suis arrivé il y a à peu près 9-10 mois chez United, donc assez récent. Pour commencer, on va faire une petite introduction de United pour vous présenter ce qu'on fait. Donc United, c'est le leader du crédit instantané en Europe. Donc on propose une solution en fait pour pouvoir faire une demande de crédit directement en ligne et avoir la réponse instantanément suite à cette réponse. On est un des pionniers dans cette technologie et c'est une technologie qui existe déjà depuis une dizaine d'années. On s'est développé très rapidement dans 5 pays. On a, pour vous donner quelques chiffres, on a 1,2 million de clients, donc c'est assez important au total. On a 5,5 millions d'euros de prêts en cours financiers, donc ça fait des beaux montants. Et 75% des transactions sont faites justement via ce système instantané. Je vais passer sur un peu une présentation générale des produits. Donc, qu'est-ce qu'on a comme produit chez United? On a 4 grands produits et piliers. Le premier, comme je viens de vous présenter là, c'est le crédit. Donc, crédit à la consommation de 300 à 50 000 euros pour différents types de prêts à la conso. Le système Pay qui vous permet en fait directement d'acheter en boutique, retail ou en ligne et de payer directement via un crédit instantané votre iPhone, votre voiture électrique ou d'autres types d'achats. Donc c'est assez pratique. On a aussi Care qui est un nouveau produit qui vient d'arriver assez récemment et qui permet en fait d'ajouter une assurance à son crédit et on va développer le multi-assurance très prochainement pour pouvoir proposer des assurances de tout type directement sur la plateforme. Et le dernier qui est Coach, qui est un outil assez différenciant sur le marché puisque on permet d'optimiser votre budget en fonction de vos factures, en fonction des données qu'on peut récupérer et ça agit comme un coach vraiment pour vous guider. Et la plupart des gens qui font des crédits, c'est pas toujours simple d'avoir en fait une situation stable ou d'avoir une bonne connaissance côté finance et cet outil vous permet de faire ça super bien. En termes d'organisation maintenant, pour entrer plus dans le détail, donc on a splitté en 2 équipes. Donc une équipe qui va être focus plutôt sur la partie brand design, on va moins en parler aujourd'hui, et une équipe plutôt product design. Avec 4 scopes principaux, donc la partie acquisition, donc tout le funnel d'acquisition, nos tunnels et le funnel de crédit directement instantané, le back-office des marchands et la solution Pay, donc ça c'est le scope de Valentin, User Engagement de Antoine qui est là aussi, qui gère l'application mobile, Coach, Unispace et UniOne, qui sont tous les outils qui permettent d'engager l'utilisateur et de faire du repeat. Et on a 2 autres scopes aussi liés, Design System qui est partagé du coup
un peu par tout le monde, mais qui est vraiment aussi mené par Valentin. Et le site web que je gère moi du coup de mon côté, avec une agence aussi, donc, pas mal d'agences aussi à côté. Voilà pour des précisions sur notre scope. Donc l'objectif maintenant de cette présentation, mais en fait, c'est vous raconter un peu qu'est-ce qu'on a identifié comme facteur, nous, dans la mise en place du design system et même l'évolution de ce design system dans le temps, et d'essayer de mettre en évidence, en fait, les bénéfices et l'impact aussi potentiellement business que ça peut apporter d'utiliser ces facteurs dans votre organisation. Et là, je vais passer la main, du coup, à Valentin pour expliquer les différents facteurs. Alors du coup, d'abord bonjour. Le premier facteur qu'on a identifié chez United, c'est avoir une compréhension mutuelle. En gros, quand je suis arrivé chez United, je me suis directement rapproché des développeurs pour justement échanger avec eux sur leurs problématiques actuelles et aussi les miennes. Et du coup, suite à ces échanges-là, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun langage commun de mise en place. De leur côté, comme je vous ai dit, moi je suis arrivé, ils avaient déjà un début de design system de leur côté, parce que les maquettes étaient réalisées sans vraiment de librairie de notre côté. Donc eux, par souci de gain de temps, ils ont commencé les premières ébauches d'un design system. Et du coup, suite à cette problématique-là, on s'est dit qu'il fallait impérativement créer un design system en collaboration où chacun allait exposer un peu ses problématiques pour y répondre, à chacun. Du coup, les premières étapes, ça a été de vraiment revoir les bases. Ne pas avoir le même langage, en fait, c'est comme si en fait, vous travaillez avec un russe et en fait, ça ne matche pas si vous parlez français et il parle russe. Vous ne parlez pas la même langue, vous n'allez pas vous comprendre. Donc en fait, ça a été de revoir les bases, ça a été de revoir notamment en premier les couleurs, de bien poser les bases pour qu'on ait les mêmes nomenclatures de couleurs. Pareil pour les feuilles de style, ça a été de bien renommer toutes les tailles de texte, etc. Nous de notre côté, créer une feuille de style homogène entre chaque taille de police. Ensuite, il y a eu les spacing et les radius, où là, c'était plus à nous de se rapprocher d'eux, car ils utilisaient une certaine technologie. Et c'était justement de savoir quelles étaient les règles pour eux en termes de spacing, de radius, etc. Ensuite vient les composants. Donc il a fallu faire un état des lieux de tout ce qui existait. Et ensuite nous les créer de notre côté parce qu'il n'y avait rien. Et ensuite s'aligner encore une fois sur la nomenclature pour faciliter la communication et être sûr à vous parler de tel composant, ok, chez nous il s'appelle de la même façon, on est sûr qu'on parle de la même chose. Et le dernier point, c'était les shadows qui arrivaient très récemment chez nous parce qu'avant, on n'en utilisait pas. Le deuxième facteur, ça a été du coup de cette communication à toute épreuve. Donc ça commence tout simplement par des réunions régulières, que ce soit des weekly ou des bi-monthly, afin de justement faire un peu l'état des lieux des avancements, remonter un peu les problèmes qu'on peut rencontrer. Et c'est assez important. Et du coup, on a aussi on se sert de pas mal d'outils collaboratifs et on a mis une culture du feedback grâce à ces outils-là. Donc nous, on va concevoir sur Figma. On va beaucoup utiliser la notion de commentaire pour avoir des retours immédiats. On va utiliser aussi Notion et Azure DevOps qui, eux, sont plus des outils pour suivre l'avancement des changements. Pareil, où on va mettre en avant les systèmes de commentaires pour qu'on puisse itérer assez facilement. Et bien sûr, Slack pour notifier beaucoup plus rapidement chacun d'entre nous qu'il y a un problème ou quelque chose comme ça. Et le dernier, c'est Storybook, qui est du coup, je passe le micro à Morgane. Du coup, Storybook, bonjour à tous. Storybook, du coup, c'est notre outil à nous de partage du design system, donc de notre librairie de composants.
Donc dessus, on va retrouver la liste de tous les composants, les couleurs, comme expliquait Valentin tout à l'heure, les typographies, comment les utiliser, les mettre en place. Donc nous, on est sur Angular, donc on va expliquer comment appliquer chaque élément comme il faut. Et peut-être sur Microsoft pour le ticketing, c'est des détails. Bah, non, pas plus que ça. Après, juste petite information, en vrai, Notion et Azure DevOps font quasiment la même chose. C'est juste par souci où en fait les devs, eux, ils étaient déjà sur Azure DevOps. Nous, on était sur Notion. Mais en vrai, on peut vraiment simplifier l'outillage en n'utilisant que l'un des deux. Le troisième facteur, du coup, ça a été de mettre en place un processus en collaboration, toujours. Donc il se découpe en plusieurs étapes. La première, c'est concevoir. Donc nous, de notre côté, on va faire toute notre phase de recherche, de conception, etc. Une fois qu'on a... Pour l'exemple de ce soir, on parle essentiellement du design system. Par exemple, on va faire notre nouveau composant. Une fois qu'il est validé, on va faire toute la documentation qui va avec. Donc on peut voir les guidelines, on peut voir un exemple, on peut voir le composant juste ici. Pratique pour les développeurs, c'est de faire un prototype pour qu'ils puissent se projeter et voir à quoi ressemble justement l'animation derrière ce composant. Ensuite, la deuxième partie, c'est la notification qui se fait du coup sur Notion. Donc une fois qu'on a fait toute cette phase de conception, nous designers, on va créer une version sur Figma pour la figer et aller sur Notion, renseigner de quelle version il s'agit et renseigner justement dans cette version qu'est-ce qui a changé pour justement avoir une idée pour les développeurs sur quoi ils vont devoir travailler. Donc on peut voir par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez bien au fond, par exemple, cet item-là, il correspond sur la sidebar. Qu'est-ce qui a changé sur la sidebar? On a changé le padding, on a changé la taille de la police, toutes ces choses-là. On a changé les différents états des éléments dans cette sidebar. Ensuite, du coup, on passe à la phase de ticketing. Donc, une fois qu'on a notifié les développeurs, ils récupèrent les informations qui sont sur Notion pour créer leur ticket de leur côté, pour avoir un suivi des avancements. Du coup, avant de faire le ticket de notre côté, on va vérifier que ce que Valentin nous a mis ce que les designers nous ont mis dans Notion correspondent bien à nos problématiques techniques qu'on peut avoir, parce que nos composants sont déjà implémentés dans les parcours. Donc on va faire un petit échange aussi par rapport à ces modifications-là avant de créer un ticket de notre côté. Donc ensuite, une fois que le ticket est créé, une personne de développement, on va mettre en place les modifications qui nous ont été données par Valentin. Donc soit créer un nouveau composant, soit modifier des styles. Voilà. Ensuite, on travaille avec un système de pull request pour envoyer notre développement sur Azure DevOps. Et donc on va ensuite déployer ça en environnement de test. Et donc à ce moment-là, elle me notifie que le composant est disponible en environnement de test. Et c'est là qu'on va procéder au testing pour justement vérifier que le composant est bien fidèle à ce qui a été pensé au début. Donc on va aller sur Storybook, on va regarder le composant directement. On va pas hésiter à l'inspecter pour bien vérifier que les spacings, les tailles de texte, les couleurs, etc. utilisées sont bien les bonnes. Voilà. Et ensuite, donc, soit du coup, suite à ça, c'est OK et ça part directement en prod, soit il y a des modifications encore à effectuer et du coup ça repart en développement et ça fait une boucle jusqu'à ce que le composant ou la page soit correctement développé pour ensuite arriver à la mise en prod. Et là c'est ce que tout le monde verra du coup une fois sorti. Donc tout ça, en fait, tous ces éléments-là, on les fait de manière agile. On essaye de le faire, surtout quand c'est des petites modifications, on va essayer de les faire passer à n'importe quel moment. Quand il s'agit des plus grosses modifications, on va attendre que, en fait, je sais pas, par exemple, il y a une nouvelle page qui va sortir, ça va créer un nouveau composant.
et ben en fait, on va prioriser ce développement au moment où en fait cette page est censée apparaître. On va pas la faire arriver 2 mois après ou à l'instant T. Donc voilà. Du coup, pardon. La prochaine étape pour nous, ça va être d'essayer de raccourcir un peu ce processus de mise en place des modifications de design. Donc on est en train d'étudier, donc c'est pas encore mis en place, on est vraiment en phase de test et de POC, les design tokens. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est que les design tokens. Donc j'ai repris une citation du Token Community Group, pardon. Donc c'est un groupe qui essaye de normer tout ce qui est design token pour faciliter la communication entre le design et le produit. Donc du coup, les design tokens, c'est une méthodologie qui permet d'exprimer les décisions de design de façon indépendante aux plateformes pour qu'elles puissent être partagées sur différents supports, disciplines, afin d'établir un vocabulaire commun entre tout le monde. Donc là, c'est un schéma un peu pour vous réexpliquer en quoi ça consiste. Donc le design va prendre une décision, par exemple un changement de couleur, un changement de fonte, de taille de typo. Il va modifier un design token, donc c'est un add-on qui peut être ajouté à Figma, qui va nous permettre ensuite de renvoyer cette modification sur notre code côté développement. Donc tout ça c'est complètement côté design, donc il n'y a absolument pas de technique à part une pull request qui est facilitée par l'add-on. Donc ensuite, ces design tokens vont générer des fichiers JSON, CSS, SAS, XML, enfin peu importe le format, on va choisir, qui vont permettre ensuite, donc c'est un fichier spécifique qui va permettre ensuite d'être implémenté dans des applications spécifiques, donc sur des sites Angular, WordPress, une application iOS ou Android. Donc il y a plusieurs types de design tokens. La première, on a la valeur qui est, donc ici c'est un exemple sur des couleurs, donc on va avoir la couleur en hexadécimal. On va l'associer à un token global, donc ici nous on appelait dark, donc c'est un token de référence qui est décorrélé de sa valeur de base, et du coup on va pouvoir l'appliquer dans différents contextes. Donc, par exemple ici sur un texte primary, un background color dark, un border color dark, donc ça ce sont les tokens d'alias qui sont mis dans leur contexte. Donc, par exemple on pourrait avoir un BTN over dark par exemple, voilà. Et l'avantage de cette technique de style en cascade, c'est que je peux modifier la valeur de mon primary text. Au lieu de mettre un dark, je pourrais mettre un blue. Ça n'aura aucun impact sur le background color dark ou le border color dark, par exemple. Donc les design tokens, c'est bien, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc ça nous permet d'automatiser des éléments qui étaient à la base faits manuellement. Donc on n'a plus l'étape, nous, de développeurs, on n'a plus besoin de passer par les développeurs, le design peut le faire directement. On peut du coup créer plus facilement des thèmes. On peut aussi du coup partager plus facilement toutes nos variables avec des agences extérieures par exemple. Ce qui permet de garantir je vais pas y arriver. L'unicité du design sur nos différents éléments. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a des sites qui sont faits par des agences à l'extérieur. On pourrait leur fournir toutes nos variables pour qu'ils puissent plus facilement les appliquer sur les sites. Et du coup, ça va faciliter aussi la maintenance, puisque tous les sites auront la même charte, les mêmes couleurs. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il va falloir se coordonner pour avoir des noms qui soient cohérents, donc entre le design et le produit, mais qui soient aussi compréhensibles par les agences extérieures, que ce ne soit pas sorti du chapeau, on ne sait pas comment. C'est un temps d'implémentation qui est assez long, donc il faut le prendre en compte. Et pour l'instant, il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas de standard sur la nomenclature. Donc c'est un peu chacun fait comme il veut, et potentiellement d'un add-on Figma à l'autre, cette nomenclature, enfin ce standard ne sera pas le même. Du coup, avec ce process, donc, comme je disais, il y aura un add-on côté Figma. Et donc, de la conception, on n'aura plus besoin de passer par cette phase de notification sur Notion pour United.
Parce que du coup, le design pourra faire sa modification qui sera envoyée directement sur notre code. Donc nous, on sera dans l'obligation de faire un ticket pour suivre le déploiement de ce développement. Il y aura quand même potentiellement une petite phase de développement, forcément si c'est une nouvelle variable qu'il faut qu'on rajoute quelque part dans notre code et juste relire. Donc ensuite, on repasse à la phase de test et la mise en prod une fois que tout va bien. Du coup, en conclusion, ce qu'on peut remarquer, si on récapitule les points clés qu'on a pu avoir, donc un facteur de compréhension mutuelle, donc en gros de pouvoir lancer le dialogue, parce que par exemple dans le cas d'United, c'était pas forcément le cas ou c'était pas forcément bien fait, et du coup ça permet directement de repérer des problématiques très simplement. Une communication à toutes les épreuves, c'est important de se remettre en question et de repartir vraiment du process step by step en communiquant et en ajustant ensemble les étapes pour réussir à mettre en avant tout le travail réalisé et en utilisant un maximum d'outils, parce qu'on a pas mal d'outils qui peuvent nous aider là-dedans. Sur le troisième, la mise en place de processus de collaboration, je reviens, pareil, c'est quasiment les mêmes points que j'avais dit, de focus sur le process, les différents outils, et de faire en sorte que ça soit implémenté surtout des deux côtés. Ça, c'est aussi important parce que, comme on a pu le voir au début, les équipes peuvent avancer en parallèle et pas forcément être 100% synchronisées. Donc de travailler ensemble sur ça avec des meetings et des weekly, c'est top. Et sur le dernier point, de continuer à itérer pour améliorer le process, donc essayer d'intégrer toutes les nouvelles technologies là-dedans ou toutes les nouvelles opportunités qu'on a, donc par exemple avec les design tokens, pour aller plus loin dans cette collaboration et surtout faciliter, réduire les étapes du process pour améliorer la productivité pour tout le monde. Ça, c'est hyper important. Et il y aura sûrement des nouvelles technologies d'IA peut-être là-dedans. Sur le point de l'impact, ça c'est intéressant. Donc on a pu mettre pas mal de choses en place. Qu'est-ce qu'on a vu comme impact concret? On a vu vraiment très rapidement un gain de productivité côté design, forcément, puisque quand tout est bien setup et qu'on a un design system qui tourne, on gagne énormément de temps, notamment par exemple nous quand on fait du white label pour certains clients premium, de designer, de préparer les parcours, ça pouvait être très long. Maintenant, on peut faire ce qu'on faisait en 2-3 semaines, en 2 jours. Donc forcément, c'est assez impressionnant. Sur la partie expérience, on a un grand gain de qualité pour l'utilisateur final, forcément puisqu'on est beaucoup plus consistant sur tous les parcours et que comme les utilisateurs sont très sensibles à cet aspect visuel, consistance, ça a un gros impact sur la loyauté et ça permet d'améliorer ces KPI-là. Et la satisfaction en général, quand on connaît en fait et qu'on voit qu'on a toujours les mêmes patterns, toujours les mêmes mécanismes dans un produit et dans des expériences, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver, du coup d'adopter l'outil et d'avoir une plus grande satisfaction. Et le dernier point, pour mesurer l'impact et le partager après au sein à tous les stakeholders, en fait, c'est d'utiliser un maximum les outils de data. Donc il y en a dans Figma forcément, il y en a d'autres à l'extérieur qui permettent de mesurer en fait l'utilisation d'un composant dans différents contextes. Est-ce qu'il y a de partager des retours et de voir lesquels sont les plus utilisés, les moins utilisés, potentiellement d'avoir des recommandations, des insights sur des évolutions à faire sur tel ou tel composant et de merger tout ça dans un beau dashboard pour le partager justement aux stakeholders. Le dernier point qu'on essaye de faire et qui est un peu plus complexe, c'est de mesurer en fait l'impact mais côté dev en termes de opérationnel et de productivité. Donc logiquement, il y a un gain directement à la mise en place du design system, mais comme vous l'avez vu, il était déjà un peu mis en place en amont avec le système de librairie. Et du coup, on voit qu'il y a une certaine efficacité, une vélocité qui est meilleure, mais c'est très difficile de vraiment mesurer pour le moment de manière détaillée. On sait juste que sur certains projets,
qui sont très similaires, les développeurs ont pu faire 2 fois plus de développement que d'habitude, et potentiellement ça a pu les aider dans leur productivité. Et merci à tous.